Je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis un personnage de fiction. Mon corps est né dans les Yvelines le 10 mars 1973. J'ai attendu longtemps avant de m'y lever. Il fallait que les mots débordent à l'intérieur et que la lassitude embourbe muqueuses synapses. Il me fallait une âme béante à fleur de plaie. J'ai très officiellement pris possession des lieux l'été de ces 26 ans. Dans la chaleur vacante, j'ai défait mes cartons. Ils contenaient des grimoires et de la volonté. Les locaux étaient sombres et plutôt insalubres. J'ai passé une saison à blanchir à la chaux les parois cervicales. Les nerfs étaient hirsutes et le cœur en lambeaux. J'ai mis beaucoup de temps à le raccommoder. Je m'appelle nom-prénom bien plus qu'un pseudonyme. Le choix des référents m'a vomi parrainage, ce fut un kidnapping. J'ai imposé Chloé, cancer du nénuphar, extrait larve de l'aume pour toujours me trouver de l'autre côté du miroir. Reconfiguration jusqu'à mon ombilique. Se détacher des limbes, oui, une bonne fois pour toutes. Boris Vian se débattait. Artaud aussi, je me souviens. Il se refusait sec à m'engendrer, je sais. Je les ai violentés, nés de père et de père. Je me suis moi-même engrossée. Je m'appelle aujourd'hui parce que j'ai imposé un second commencement, où la fiction toujours s'entremêle à la vie, où le réel se plie au contour de ma fable, celle que j'écris chaque jour, dont je suis l'héroïne. Mon ancien je par d'autres se voyait rédigé, personnage secondaire d'un roman familial et figurante passive de la fiction collective. Me réapproprier ma chair, mes faits et gestes comme mon identité ne pouvaient s'effectuer que par la littérature. Je ne crois plus en rien, si ce n'est en le verbe, son pouvoir tout-puissant et sa capacité à remodeler l'abrupt. S'écrire, c'est pratiquer une forme de sorcellerie. Personnage de fiction, statut particulier, maîtriser le récit dans lequel j'évolue, juste une forme de contrôle sur ma vie. La vie et l'écriture, les lier au quotidien. Injecter de la vie au cœur de l'écriture, insuffler la fiction là où palpite la vie. Annihiler les frontières, faire que le papier transcrive autant qu'il inocule. Ça ne m'intéresse pas d'être juste écrivain. L'autofiction était pour moi un territoire, un terrain vaste et vague où bâtir des possibles cimentés de vécu. Je m'y installais donc, intimement persuadée que j'y avais ma place, que là était ma place, puisque tout mon travail ne déclinait que le je, puisque je m'inventais de texte en texte, de livre en livre, de pièces sonores en performance. Je me sentais enfin reliée à une histoire qui pouvait me convenir. Elle était littéraire. Je ne suivais aucune trace. Je rôdais en creusant un sillon singulier dans la terre meublée d'un champ où la boue à jamais serait faite de mes pleurs. Les écrivains souvent réfutent les étiquettes, les classifications émanant des critiques. Ils redoutent de finir dans de petits bocaux, bien qu'aspirant au fond à baigner dans le formol de la postérité. Pour moi, c'est tout le contraire. Je sais que mes chantiers, où mon jeu s'amplifie, s'évite, se démultiplie, ne représentent rien au regard du charnier de l'histoire littéraire. Je n'ambitionne qu'une chose, poursuivre mes aventures en renforçant ce jeu pour dire et pour lutter. Peu m'importe, sincèrement, que mes os s'amoncellent au creux du mausolée. Je ne cherche pas à faire œuvre, mais surtout à faire vie. Une existence basée sur un flux d'expériences explorant des chemins que je souhaite de traverse, et parfois également des espaces sociétaux. Je recherche l'inédit, mais par le ressenti. J'engrange, je collectionne, je classe les sensations pour les faire infuser avant qu'elles se distillent au sein de mes paragraphes. Voilà maintenant 10 ans que mon laboratoire affiche autofiction résidence principale, sans que j'aie établi le moindre état des lieux, consulté le cadastre, sondé les fondations. Ici, mon 16e livre, et le 13e encore s'ancrer dans cet espace aux frontières si mouvantes qu'elles n'invoquent que le flou. Les géomètres eux-mêmes se penchent sur cet indistinct avec une certaine suspicion. Ils exigent des constats et des procès-verbaux, établissent des rapports où s'entremêlent les termes, autobiographie,
fiction, mythomanie, biofiction, voire égo-scripture, autonarration. Alors c'est compliqué quand on est praticienne, compliqué de savoir où se positionner dans cet axe sans repos. Tricoter la fiction et l'autobiographie, le vécu comme matériau, injecter du tout vu et parfois inventé. J'aimerais un pourcentage pour pouvoir quantifier. Ça dépend des chantiers, alors faire une moyenne. Ça rationaliserait peut-être ma démarche. C'est parfois important de rationaliser. Autofiction, travaux pratiques. Alors m'ouvrir le crâne, la pensée en caillots, comment la fluidifier. Des canaux pour chapitres, un par flux traversé. Ce qu'est pour moi l'autofiction, le dire, le raconter. Le compte-rendu d'un jeu qui s'emploie à s'écrire, ce que ça peut signifier. Vivre son écriture, ne pas vivre pour écrire. Écrire non pour décrire, mais bien pour modifier, corriger, façonner, transformer le réel dans lequel s'inscrit la vie. Pour contrer toute passivité, puisque on ne naît pas jeune, on le devient. On a commencé par De Beauvoir dans ce cours. Je pense que tout le monde a compris la citation. Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. Il ne vous faudra jamais l'oublier. Ceci est un essai. Le petit Robert dit, essai, ouvrage littéraire en prose, de facture très libre, traitant d'un sujet qui n'épuise pas ou réunissant des articles divers. Ceci est un livre de bonne foi, lecteur, qui traitera d'un sujet parfaitement épuisant, d'un jeu qui se dissèque pour mieux se recomposer, d'un jeu qui s'interroge et qui doit prendre une forme libre, très libre. Saison 13, reprise de l'épisode. Les aventures de Chloé Delhomme au pays de l'autofiction. C'est de ça surtout qu'il s'agit. Je ne triche pas vraiment, ce n'est pas un roman. Juste un essai, une tentative, qui n'émane que d'une praticienne. Praticienne de l'autofiction, c'est comme ça que je me définis, depuis maintenant 10 ans. Seulement bien sûr à ma façon. Une façon qui pour moi fait sens. Qui parle à qui, de quoi, comment. Alors un bref insert, histoire-géographie. Enclavé dans les terres du roman, avec pour contrée voisine le royaume de l'autobiographie, les Tikistan et les laboratoires de l'Est, le pays de l'autofiction a été fondé en 1977 par Serge Dubrovsky. Il n'est pas dit qu'il ait vraiment fait exprès. Loin de lui l'idée d'ériger un empire sur ce qui était un terrain vague. En créant le terme autofiction, il tentait de définir son propre travail, les enjeux de sa démarche et son positionnement. Serge Dubrovsky est né en 1928. Il est écrivain et critique littéraire. Lorsqu'il invente le concept d'autofiction, il répond, d'une certaine manière, à une question posée 2 ans auparavant par le théoricien de l'autobiographie Philippe Lejeune dans le Pacte autobiographique. Le héros d'un roman déclaré comme tel peut-il avoir le même nom que l'auteur? En 1977, Dubrovsky publie Phil. Anaïs Nin, elle, meurt. Je rapproche fréquemment ces 2 informations, mais on me répond toujours « je ne vois pas le rapport ». Cela me contrarie. En 1977, Serge Dubrovsky inscrit ces lignes en 4e de couverture. Autobiographie, non, c'est le privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d'événements et de faits strictement réels. Si on veut autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure d'un langage en liberté, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Rencontre, fil de mots, allitération, assonance, dissonance, écriture d'avant ou d'après littérature, concrète, comme on dit musique. Le pays de l'autofiction a pour constitution un texte littéraire, ce qui ne facilite pas la tâche au service de l'immigration. Alors souvent, il se contente d'appliquer la définition du petit Robert, récit mêlant fiction et réalité autobiographique, d'où l'explosion démographique de ces dernières années. Parce qu'il a été inéluctablement annexé à la République bananière des lettres, le pays de l'autofiction est envahi par un tas de gens.
Des gens du village, plus des gens du château, plus des gens du village qui voudraient rentrer au château, plus des gens exclus du château obligés de retourner au village, multiplié par vous n'êtes pas du village, vous n'êtes pas du château, vous n'êtes rien. Toujours en raison de sa nature, l'appellation autofiction n'est jamais d'origine contrôlée, ce qui fait que les productions écrites circulant sous cette étiquette se multiplient, du village au château. La critique parfois s'en inquiète, mais le débat est si fatigant qu'elle préfère elle-même galvauder si ça peut faire plaisir et faire gagner du temps. Le lectorat, quant à lui, n'y comprend rien du tout et s'en tamponne accessoirement. Ce qu'il veut au mieux, c'est un livre, et au pire, un divertissement. De temps en temps, quelqu'un s'énerve et tente avec vigueur de faire le ménage de printemps. Ça donne de grands colis entourés de ficelles, où les autobiographies, le Petit Robert, biographie d'un auteur faite par lui-même, rejoignent les biofictions, Alain Buzine, récit chronologique de la vie d'un individu particulier. Et surtout, un tas de produits issus de l'industrie éditoriale. Des produits qui ne confient pas le langage d'une aventure à l'aventure d'un langage en liberté puisqu'ils n'ont pas de langue. Des produits sages, non pas écrits mais rédigés. Des livres sans allitération, assonance, dissonance, puisque des romans sans musique. Le pays de l'autofiction impose un pacte particulier. Le jeu est auteur, narrateur et protagoniste. C'est la règle de base, la contrainte imposée. La transgresser, c'est changer de genre. Or, là-dessus, tout le monde ment. Il faudrait s'accorder, cesser de qualifier d'autofiction des récits personnels où l'héroïne porte un autre nom que son auteur, par exemple. Interrompre l'alignement des faiseurs, dont le jeu ne se met pas en danger, n'investit pas la langue, se contente de transposer, entend le terme d'aventure sans en interroger la notion de liberté. Ne pas réduire l'autofiction à une démarche thérapeutique, le lectorat pris en otage, encastré derrière le divan. Fiction d'événements et de faits strictement réels. Ce n'est pourtant pas si compliqué pour qui le ressent de l'intérieur. L'autofiction, une expérience qui mêle la vie et l'écriture, puisque tout vu, donc inventé. Il ne peut en être autrement, à cause de la mémoire, de l'impossibilité de s'en remettre à elle. 1977, colloque de Cerisy, Roland Barthes. Je vis dans une sorte d'embrumement, dans l'impression qu'il me faut sans cesse lutter avec ma mémoire, et cette brume de la mémoire. C'est une réflexion qui pourrait avoir des suites pour l'écriture. L'écriture, ce serait le chant de la brume de la mémoire. Fiction d'événements et de faits strictement réels, alors fictionnalisation de soi, de son propre rapport au monde. La clé se retrouve plus tard, en 1989, dans le livre brisé de Serge Doubrovski. Je me manque tout au long. De moi, je ne peux rien apercevoir. À ma place, néant. Un moi en toc, un trompe-l'œil. Si j'essaie de me remémorer, je m'invente. Je suis un être fictif. Une fictionnalisation de soi, lucide, assumant ce qui échappe au soi par l'inconscient, loin, très loin de la crédulité de l'autobiographie. Crédulité de l'auteur, qui pense que sa mémoire est sa meilleure alliée et qu'il peut se livrer comme il va à confesse. Crédulité du lecteur, qui gobe tout rond le pacte teinté d'une vérité toujours javellisée, comme si les souvenirs stockés dans le cortex n'étaient jamais soumis aux modifications, à la reconstruction, comme s'il était possible de lui faire vraiment confiance à la mémoire. Certaines autobiographies empestent la mauvaise foi, sens sartrien du terme, une fuite, une démarche qui ne sert au final qu'à masquer au sujet la vérité de sa totale liberté, au sein de ses choix et actes, afin d'échapper à l'angoisse de la responsabilité. L'autobiographe écrit sur sa propre vie. L'autofictionnaliste écrit avec. L'usage de la fiction lui impose une totale liberté, et sans cesse il est mis face à sa responsabilité. L'absolution lui est une donnée étrangère. Reprenons. Doubrovski, si l'on veut, autofiction d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure d'un langage en liberté. Confier, remettre aux soins d'un tiers en se fiant à lui.
Se fier au langage bien plus qu'à la mémoire et bien plus qu'à soi-même, donc. Aventure, ce qui arrive d'imprévu, de surprenant, ensemble d'événements qui concernent quelqu'un, entreprise dont l'issue est incertaine, ensemble d'activités, d'expériences qui comportent du risque, de la nouveauté, et auxquelles on accorde une valeur humaine. L'autofiction est un genre expérimental, dans tous les sens du terme. C'est un laboratoire, pas la consignation de faits sauce romanesque, un vrai laboratoire d'écriture et de vie. Je m'appelle toujours Chloé Delhomme. Je suis inexorablement un personnage de fiction. Je crois que tout le monde l'a compris. Je m'écris pour contrer une fable familiale. Dans ma maison sous terre, un roman qui mêle une trame autobiographique à un dispositif fictionnel fragmentaire. Promenade dans un cimetière, pour vœu tuer ma grand-mère, des cadavres placardés et un secret de famille. C'est ce qu'il y a dans ce livre, bien sûr, mais pas seulement. J'y consigne dans Carrelage, un chapitre 3e tiers, l'impact d'un échec. Alors ici, extrait, pour que tout soit plus clair. Théophile a promis, nous irons à la morgue. C'est écrit première page, ça ne peut qu'arriver. Hors chapitre, Théophile a aussi ajouté, nous contacterons bientôt un thanatopracteur et assisteront tous deux à une préparation de corps. C'est ça dont j'ai besoin. Un corps inconnu et tout froid, un corps réduit à sa seule viande, qui purait, à m'en donner le haut le cœur. Parce qu'on peut simuler les torsions intérieures, pour que mes mots soient justes, je me dois d'y aller. C'est ce que j'explique en vain au docteur Lagarigue, qui me répond j'en fais une contre-indication. Son bureau est plus grand depuis qu'elle est médecin-chef, mais soudain le plafond me semble bas et lourd à m'en broyer le crâne. Sa bouche distinctement prophétise des cauchemars et le retour vivace des hallucinations. Elle dit « tout remontera » et elle entend partout la tête trouée du père qui me guette au couloir, le miroir qui reflète ma peau creusée de verre blanc, les nuits où je déterre maman qui n'est plus rien qu'un horrible mélange d'eau et de chair meurtrie et traînée dans la fange. Elle redoute mes songes autant que mes éveils, affirme me protéger par cette indication, par cette interdiction. C'est mon premier dilemme, l'écriture ou la vie. Elle se retrouve distincte jusqu'à confrontation. Poursuivre ma démarche, conserver ses principes, quitte à mettre en péril ma propre santé mentale. Voilà ce que je devrais faire, parce que j'affirme m'écrire, mais que je me vis aussi. Je ne raconte pas d'histoires, je les expérimente toujours de l'intérieur. L'écriture ou la vie, ça me semble impossible. Impossible de trancher, c'est annuler le pacte. Vécu mis en fiction, mais jamais inventé. Pas par souci de précision, pas par manque d'imagination, pour que la langue soit celle des vrais battements de cœur. L'écriture ou la vie, je réponds l'écriture. Mais est-ce que l'écriture peut survivre à un épisode psychotique? Chaque livre en précédent, inscrivant mot à mot ses propres modalités. Je ne sais déjà plus qui je suis, et la crise ne va pas tarder. Pour la énième fois ce soir, je suis absente. L'écriture ou la vie, je choisis l'écriture. Parce que je n'ai pas le choix, mais peut-on le comprendre que j'ai besoin de mettre mes mains dans la mort? Je n'ose pas le lui dire au docteur Lagarigue, comme je n'ose pas en parler à El Gore. Je dis, le thanatopracteur, c'est une mauvaise idée. Je joue les raisonnables, parce que j'ai peur, bien sûr. J'ai peur que tout remonte, car jadis j'ai tout vu, rien inventé. J'ai peur, donc je déserte. C'est une constatation. L'écriture ou la vie, je viens de choisir la vie, mais devrais-je dire de force, parce que je suis trop faible pour l'écriture. Théophile a promis, nous irons à la morgue et je l'ai fait mentir. Je n'ai pas le droit de voir les morts. J'obéis, j'ai moins peur, je ne suis pas soulagée. Je perds toute légitimité. L'écriture ou la vie, pas l'écriture. Accepter qu'il y ait une limite, valider la notion de limite, faire le deuil de l'immersion totale, ne jamais assister aux thanatopraxies, ne jamais vivre l'instant d'écrit,
Alors pourquoi? Pourquoi le décrire? Parce que je me refuse de m'en amputer. Fin des extraits. Je n'ai pas pu me construire un nouveau souvenir. Or, j'en avais besoin pour ma trame narrative. J'ai failli au principe, fiction d'événements et de faits strictement réels. Et depuis, je redoute de n'être qu'usurpation. J'affirme, je m'écris, mais tant de paramètres s'appliquent à m'échapper. S'écrire, c'est s'abroger des fictions collectives. La psychiatrie aussi est censée en être une. Relire Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault, c'est aussi décrypter des décennies de fiction médicale. Se plier aux directives de ma psychiatre, c'est plier sous le joug d'une fiction extérieure, qui se veut supérieure, mais ne peut apporter aucune preuve établie de son autorité. J'en suis là, c'est l'été, je frissonne, l'air est frais. Petit salon, boiserie. Un public attentif à qui je me confie, c'est un colloque autofiction. J'ai pris le train hier, je suis en Normandie, centre culturel international de Cerisy-la-Salle. Quand j'étais étudiante, je consultais souvent les actes des colloques tenus à Cerisy. C'était la référence en matière de recherche sur de nombreux auteurs et sujets littéraires. Je ne suis pas sûre de moi, de ce que je peux apporter à mon maigre niveau. Parce que l'Assemblée regorge de spécialistes, et parce que Cerisy a la forme d'un château. Rez de Douve, aménagé, façade XVIIe siècle, monument historique. Je redoute que soudain on me jette au cachot, qu'une clameur m'éclabousse d'un roquement d'imposture, que je sois laminée de points d'exclamation. J'ignore si j'ai ma place, j'ignore quelle est ma place. Je viens de passer la nuit dans une cellule spartiate, lit lavabo des dépendances annexées dans les écuries. C'est un moment crucial, ce colloque de Cerisy. S'écrire mode d'emploi et mon intervention. J'y explique la démarche que j'applique à mon jeu à travers l'écriture, lis les extraits cités, raconte ainsi l'échec, l'écriture ou la vie, quelle délimitation. J'ajoute, en médecine chinoise, le cœur est relié à la langue. Mes battements distendus trouvent un écho sous les lambris. Le soulagement suit l'épreuve. Les sourires sont avenants, les questions bienveillantes, les débats fortifiants. J'ai, au creux du château, lui mettre une majuscule, passer l'évaluation. Je peux en toute quiétude poursuivre mes travaux au pays de l'autofiction. L'assentiment de la salle vaut un permis de construire. Je ne serai plus seule. C'est à ça que je pense en traversant l'allée parsemée de gravier. Je me sens désormais pupille de cette nation. J'ai une terre, un abri. C'est serein au-dedans. Je suis heureuse, je crois. Est-ce qu'on peut te poser quelques questions? Oui, avant que je fasse la suite, bien sûr. Parce qu'on a plus que 15 minutes. Ah bon, bah je peux arrêter là sinon. Ça te va? Oui, moi ça me va très bien. Ok. Oui. Merci pour la lecture.